Bonjour, bienvenue pour vos 10 minutes juridiques avec le cabinet avocat Landau associé par VK. On va parler de déserts médicaux tout à l'heure, mais déjà les brèves avec un forfait mobilité durable largement modifié par une série de décrets et d'arrêtés, une censure de la composition du conseil d'administration de l'INSP par le Conseil d'État, une autre décision du Conseil d'État intéressante sur la notation des OPJ. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va être particulier? Bah oui, parce qu'ils dépendent pour partie de l'administration et pour partie du procureur. Du coup, ça posait des problématiques complexes. Un arrêt du Conseil d'État important aussi sur le sort des agents quand une administration met fin à l'exploitation en régie d'une activité d'un service public. Et puis quelques ajustements nouveaux sur la formation des sapeurs-pompiers. En matière de contrat, la direction des achats de l'État a sorti une sorte de kit en matière de compte public sur comment faire face aux circonstances imprévisibles. À la suite déjà de l'avis du Conseil d'État, la circulaire de la DAJ et de la note de la Première ministre. Ce kit est de fin novembre, mais il est diffusé que maintenant. Et en matière de service public, un arrêté pour fixer les ratios et les montants de compensation fixés à chaque autorité organisatrice de mobilité. Un jugement très intéressant du Théâtre Versailles dans son raisonnement comme dans l'excédent admis, 14,58%. Je vous avais dit il y a quelque temps que le régime de responsabilité élargie des producteurs en matière de cigarettes et de cigares avait été censuré par le juge très à la marge. Ça conduit à un correctif par un arrêté. Et puis, en matière d'environnement toujours, adoption du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prépa pour la période 2022-2025. Décision controversée du tribunal administratif de Grenoble qui estime qu'il faut vraiment des conditions d'hydrologie particulièrement bonnes pour pouvoir faire de l'hydroélectricité. Et puis un avis contentieux extrêmement important du Conseil d'État sur tout ce qui est dérogation des espèces protégées lorsque celles-ci peuvent être endommagées par un projet notamment d'énergie renouvelable, photovoltaïque ou surtout plus souvent éolien. À noter que déjà on avait eu une décision de la Cour de cassation, donc récente qu'on avait évoquée ensemble, qui est peut-être pas exactement sur la même ligne que ce que nous dit le Conseil d'État, et puis que l'on a le projet de loi ENR plus au niveau européen, REPowerEU et un projet de règlement provisoire pour 1 an, qui change quand même un peu la donne. Donc avis contentieux important du Conseil d'État, mais en ayant bien tout ce contexte à l'esprit. Le Conseil d'État qui a également censuré, parce que pas assez dur, le décret du gouvernement sur la mise de légumes ou de fruits sous vide. Un nouveau texte est en préparation. En matière d'urbanisme, décision également du Conseil d'État importante sur l'opposabilité des PLU et sur la cristallisation des règles d'urbanisme. Et puis le Théâtre Grenoble qui a rendu une décision intéressante. Si je suis une association qui a un intérêt à agir sur les questions d'urbanisme de ma commune. Mais oui, mais ma commune se retrouve mariée avec d'autres dans une commune nouvelle. Est-ce que je dois changer mes statuts ou est-ce que je peux garder les mêmes statuts pour attaquer ce qui se passe dans une autre commune historique? Eh ben non, je ne peux pas. Justement, nous dit le Théâtre Grenoble. En matière de zéro artificialisation nette, vous savez qu'il y a un grand débat entre les associations d'élus, le Sénat d'un côté et le gouvernement de l'autre. Eh bien, le gouvernement semble soutenir le fait qu'il y a une proposition de loi au Sénat sur laquelle pourrait se greffer un accord pour les quelques souplesses en matière de ZAN. Et puis, en matière de finances, quelques textes importants aussi. Le décret est sorti qui permet à certaines grosses collectivités publiques territoriales de demander à la Chambre régionale des comptes son avis sur un projet de politique publique territoriale, un projet exceptionnel d'investissement par exemple. Et puis, vous savez que autrefois on avait les contrats de Cahors. Les plus grosses collectivités ne pouvaient pas dépenser plus que certains seuils prévus par un contrat ou à défaut par le préfet, sinon il y avait une pénalité. Le gouvernement a voulu rétablir ceci sous la forme des contrats de confiance, puis après on nous a dit que finalement, oui, mais ça serait sans sanction. Ça y est, dans la loi de finances, il n'y a plus ces contrats de confiance qui refaisant vivre les contrats de Cahors. C'est fini. Et puis, le Conseil d'État a rendu toute une série de décisions le 13 décembre, importantes pour ce qui est de l'instruction dans la famille, avec des pouvoirs très importants donnés en réalité au ministère. Il y a toute une série de cas où on peut demander l'autorisation à l'instruction dans la famille, donc à domicile pour les enfants. Et les deux plus importants de ces cas, soit un projet pédagogique adapté à l'enfant, soit une question de santé, ont été précisés par le Conseil d'État, encore une fois avec beaucoup de pouvoir donné au ministère en réalité. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Mais passons à notre grand dossier, déserts médicaux. Comment lutter?
Devant l'Assemblée nationale en 2019, la ministre Jacqueline Gourault disait « Ah, il y a superbes maisons médicales qui ont été construites en France, mais il n'y a pas de médecins dedans. » Ben oui, c'est un des problèmes. Et s'il y a des raisons à cela, c'est parce que, comme vous le voyez sur cette courbe, pendant quasiment 30 ans, on a abaissé le numerus clausus de manière drastique. Les 7 est corrigé ces dernières années, mais ça va mettre 10 ans à produire ses effets. Alors, pour corriger un peu le tir, il y a énormément de contrats qui ont été mis en place et de dispositifs pour aider à l'implantation de professionnels de santé dans les territoires qui en ont le plus besoin, qui sont parfois ruraux, mais parfois aussi urbains ou périurbains. Voici tous ces régimes-là. Bah oui, et puis ces régimes-là sont liés aussi à l'existence de zonage. Et voici quelques éléments à ce propos. Mais ça reste en réalité très difficile à mettre en œuvre. Alors, en 2017 et renouvelé en 2022, il y a plusieurs politiques qui ont été de nouveau mises en place pour inciter les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Et puis vous le savez très bien, en 2022, il était peut-être de nouveau question, hypothèse qui n'est toujours pas adoptée et qui semble peut-être abandonnée, d'imposer aux étudiants en profession de santé, en tout cas aux médecins, une année de plus dans les différents territoires. Deuxième axe, encourager de nouvelles formes d'exercice médical dans les déserts médicaux, télémédecine notamment, créer des postes partagés de médecins entre ville et hôpital, et puis libérer du temps médical en s'appuyant sur d'autres professionnels de santé, ce qui était extrêmement polémique il y a encore quelques années et qui l'est moins aujourd'hui, tout simplement parce qu'on manque de médecins de toute manière. Les collectivités, elles peuvent faire quoi? Elles peuvent faire beaucoup de choses. Il y a le régime d'abord des aides, notamment dans les zonages que nous venons d'évoquer, et voici ici les textes de base à avoir à l'esprit. Et donc il y a des aides qui peuvent être sur l'investissement, sur la mise à disposition de locaux, sur la mise à disposition de logements, sur le versement de primes d'installation, sur le versement aux professionnels libéraux d'une prime d'exercice forfaitaire. Il y a toute une série de dispositifs financiers, parfois complémentaires aux autres, qui existent. Et puis on peut directement agir. On peut faire une maison de santé pluriprofessionnelle qui va être structurée de différentes manières. Ça peut être une structure publique, ça peut être une structure dont le public n'a que les locaux et puis derrière j'ai une société qui s'installe. Je peux avoir une structure publique et le public aide à l'installation de différentes structures, notamment si j'ai une CISA, je peux avoir des nouveaux modes de rémunération et un vrai parcours de santé, sauf que du coup, j'aurai l'obligation d'avoir quand même au moins 2 médecins généralistes. Je peux avoir des maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires, mais avec un régime particulier, les MSP rurales en lien avec la MSA, des maisons médicales de garde, là c'est tout à fait autre chose. Je peux avoir un centre de santé, là c'est le public qui agit. Je peux avoir des pôles de santé, une sorte de MSP multisite, ce qui conduit à des raisonnements et des montages qui sont très différents d'un territoire à l'autre. Je vous ai mis ici un petit schéma qu'on avait essayé de faire pour notre cabinet pour montrer ceci à différents clients. Et en réalité, ces différentes solutions que vous voyez ici sont en combine avec d'autres paramètres. Est-ce que je vais donner des locaux en bail civil, en bail commercial, en bail professionnel? Est-ce que je donne en bail professionnel à une structure qui sera une simple SCP? Est-ce que ça sera une SCM? Est-ce que ça sera une CISA? On a des montages en réalité extrêmement variés qui donnent des garanties très différentes aux uns et aux autres selon les cas. Je peux même, dans certains cas, en tant que personne publique, collectivité territoriale ou groupement, m'investir dans l'aide à la formation, dans l'accompagnement de celle-ci, voire dans l'implantation de structures publiques françaises d'enseignement et de recherche, mais voire même accompagner, sans m'y substituer, à l'implantation de structures étrangères, de formation de professionnels de santé, dans un cadre qui est à millimétrer en droit. C'est très très délicat à bien faire, mais voici ici quelques références de la CA de Paris, la CA de Nantes, à combiner avec le droit des collectivités territoriales. Ouf! Sur tout ceci, quelques questions à M. Montillot, premier adjoint à Orléans et vice-président d'Orléans Métropole, et à M. Calmès, ancien DG de l'UNCAS et qui aujourd'hui a une activité de conseil. Bonjour à tous les deux. Bonjour, cher maître. Bonjour. M. Calmès, est-ce que c'est un phénomène qui concerne une grande variété de territoires? Le problème étant que ces déserts ne sont pas seulement ruraux, mais touchent également les zones périurbaines et urbaines. Et on croit toujours que ce n'est que purement rural, mais c'est également un problème à Orléans, par exemple. Alors effectivement, on connaît à Orléans, métropole d'Orléans et je dirais plus globalement département du Loiret et région Centre-Val de Loire, d'une véritable désertification médicale, d'un manque de densité médicale qui est d'ailleurs propre globalement à la France, mais plus particulièrement à notre territoire.
avec quelques tentatives que nous menons depuis maintenant de nombreuses années, notamment, par exemple, l'installation de maisons de santé pluridisciplinaires. Mais le problème, c'est que bâtir des murs sans médecin à l'intérieur, ça n'apporte pas de solution. Et face à cela, différents outils existent. Ceux-ci sont au nombre de 4. Les aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans des zones médicalement sous-dotées, les aides visant à financer des structures participant à la permanence de soins, les indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de 3e cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leur stage dans des zones médicalement sous-dotées, et une indemnité d'études et de projets professionnels à tout étudiant titulaire du concours de médecine s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien dentiste au moins 5 ans dans une zone sous-dotée. Précédemment, j'évoquais la grande diversité des outils possibles, mais souvent la grande distinction, c'est entre MSP et centre de santé. Il faut faire le distinguo entre maison de santé et centre de santé. Une maison de santé est un espace où des professionnels de santé se regroupent dans un lieu unique qui leur permet de mutualiser les coûts, de ne plus exercer seuls, tout en conservant le caractère libéral de leur exercice. Le centre de santé, lui, est en fait un lieu où les professionnels de santé, médecins, infirmières, kinés ou autres, sont salariés par l'organisme gestionnaire, assez souvent une mairie. La principale différence pour un maire est qu'il finance principalement le foncier et le bâti dans le cadre d'une maison de santé, lorsque dans un centre, au-delà de l'investissement, il doit en assurer l'équilibre financier. À Orléans, vous avez développé à peu près tous les outils possibles, dont des maisons de santé, mais aussi, je crois, de la télémédecine. Alors bien sûr que la télémédecine peut être un élément complémentaire, mais il n'est pas un élément alternatif. Donc, se mettre en relation avec, par exemple, des spécialistes et que des médecins généralistes puissent se mettre en relation, par exemple, avec des médecins spécialistes, mais il faut quand même toujours prévoir et programmer la présence d'un professionnel de santé aux côtés de la patientèle. Certes, mais c'est une solution. La télémédecine est une des solutions qui pourrait venir compenser un manque de professionnels de santé, partiel ou total, sur un territoire donné. Une expérience locale est en cours actuellement sur la métropole de Nice, initiée par son maire, Christian Estrosi, et vise à apporter une réponse dans des zones en manque d'offres dans l'arrière-pays niçois. Il est à noter que cette expérience est l'œuvre d'élus eux-mêmes professionnels de santé sous la conduite de Joëlle Martineau, ancienne présidente de l'UNCAS et médecin à Nice. Et on constate que souvent les professionnels de santé s'installent là où ils ont fait leurs études, leur internat, ce qui pose des problèmes pour les territoires qui n'ont pas de filière universitaire dans leur territoire. Et je crois qu'à Orléans, vous avez pris ce taureau-là par les cornes. On a effectivement une corrélation directe, une étude nationale qui a démontré qu'il y a fait cette corrélation faculté de médecine, zone d'installation des médecins. Je vais prendre un exemple très simple, Tours-Orléans. Tours, depuis maintenant au moins un demi-siècle, une faculté de médecine relativement importante. Et Tours se trouve avoir une densité médicale qui est à peu près 50% supérieure à la moyenne nationale. Orléans, pas de faculté de médecine, densité médicale qui est à peu près 50% inférieure à la moyenne nationale. Voilà, deux métropoles qui sont à 100 km l'une de l'autre dans la même région. Donc on a décidé effectivement de prendre le taureau par les cornes et de se lancer sur une politique de formation des médecins sur Orléans. Et donc, du coup, qu'avez-vous fait ? Alors la première chose, à partir du moment où depuis maintenant plusieurs décennies, on n'arrivait pas à obtenir de la part de l'État la création d'une faculté de médecine à Orléans, on a entrepris des discussions pour monter un partenariat avec une faculté de médecine européenne reconnue par une directive du Conseil de l'Union européenne, en l'occurrence la faculté de médecine de Zagreb, plus exactement la Medical Studies in English de Zagreb, donc formation médicale en anglais, sachant que nous avons déjà des partenariats communs entre l'Université de Zagreb et l'Université d'Orléans, notamment avec des masters communs. Et avec un accompagnement, je crois, des étudiants de santé, des cours de soutien, quel que soit le cursus de ces étudiants. Nous avons créé une structure associative qui s'appelle Loire et Orléans en santé, avec pour objectif à la fois d'aider par des cours de soutien les étudiants de facultés européennes, pas spécifiquement d'ailleurs de Zagreb, mais d'autres universités européennes. On a d'ailleurs des demandes qui émanent de Roumanie ou d'autres pays encore. Et bonne nouvelle, deuxième nouvelle, des étudiants qui suivent les cours de la faculté de médecine, de la nouvelle faculté de médecine d'Orléans, dans la mesure où, dans les semaines qui ont suivi l'annonce de ce partenariat un peu exceptionnel entre Orléans et Zagreb, a décidé de la création d'une faculté de médecine
sur le territoire d'Orléans, qui a démarré au mois de septembre dernier. Et donc notre objectif, c'est bien sûr également d'aider, notamment par cette prépa santé, les étudiants de la première année de PASS et de LAS d'Orléans à pouvoir obtenir leur concours pour passer en deuxième année au mois de juin de cette année 2023. Et le tout combiné avec un régime de bourse spécifique, je crois. Oui, parce que disons que bénéficier de formations universitaires en médecine, et c'est une chose, mais ça ne garantit pas qu'à l'issue de leurs études, les médecins en question viennent malgré tout s'installer définitivement sur notre territoire. Donc nous avons instauré un système de bourse à la fois pour les étudiants de la faculté de médecine d'Orléans, dès lors qu'ils vont passer bien sûr en deuxième année, donc ils rentreront vraiment dans les études médicales, et également pour des étudiants français ou européens qui suivent ou qui auront suivi des études de médecine dans l'une ou l'autre des facultés de médecine européennes reconnues par toujours le Conseil de l'Union européenne. Oui. Donc tout ceci, M. Calmès, confirme qu'il faut bien une politique au cas par cas. Il n'y a pas de bonne solution. Il y a multiplicité de solutions, tout comme il y a multiplicité de territoires. Ce qu'il faut par contre absolument se dire, c'est qu'une action visant à développer l'offre de services en termes de santé sur un territoire passe obligatoirement par une étude précise de l'offre et des besoins. C'est une démarche qui s'apparente sensiblement à celle pratiquée avec l'analyse des besoins sociaux. C'est une étude statistique, ce sont aussi des rencontres avec la population par rapport à leurs attentes et leurs besoins. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que lorsqu'un élu décide d'intervenir sur les questions de santé, il doit surtout le faire en lien avec la communauté médicale, qui, sur les territoires, travaille le plus souvent en mode libéral. La puissance publique ne peut mettre en place une politique de santé si elle ne le fait pas avec les professionnels. Bien, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci, au revoir. Merci à vous, cher maître. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Bon courage pour les politiques de santé dans vos territoires. Pensez à vous abonner quand même. Merci, au revoir.